Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Appel à projet, le quatrième innovation de l'année. Aujourd'hui, on va traiter l'actualité des appels à projets nationaux et européens. Donc, je suis Soumaya Rouane, je suis en charge de la transformation numérique de l'industrie chez Systématique et je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues Kamel Merzouk, Florence Blasi et Léo Benedetti. Et on a aussi une intervention du CEA List représentée par Reda Noisser. On va faire une revue des appels à projets ANR, des rappels sur des appels à projets historiques de l'Agence nationale opérés par l'Agence nationale de la recherche, un zoom sur un accélérateur porté par la région Île-de-France, une veille sur les appels BPI France avec les pionniers de l'IA, l'IDEMO national, espace de données, et puis aussi sur le dispositif IPHD. On fera également une veille sur les projets Cascade Funding européens avec Léo Benedetti et Reda Noisser va nous présenter le European Chip Design Platform et il vous expliquera aussi toutes les modalités de candidature et de réponse à cet appel. Avant de commencer, quelques rappels pratiques du déroulement de la session d'aujourd'hui. Donc, pour toutes vos questions, merci d'utiliser l'onglet questions directement pour fluidifier les prises de questions et les réponses. Pour les échanges entre participants, l'onglet chat, vous aurez la possibilité de télécharger le support qui est présenté aujourd'hui d'ici la fin de la session et le replay sera également disponible à la fin de ce webinaire. Donc, on va commencer avec les premiers sujets de l'Agence nationale de la recherche. Premier appel à projet, c'est l'aide au montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Ce dispositif existe depuis plusieurs années avec 2 relèves par an. Une première relève qui va avoir lieu d'ici le 19 mai et la deuxième relève est prévue d'ici le mois de septembre. L'objectif des montages de réseaux scientifiques européens, c'est de permettre à des chercheurs français qui sont dans des laboratoires publics français de leur donner les moyens de monter des consortiums, structurer des réseaux et pour une réponse à un appel à projet européen ou un appel à projet international. Il faut que cette réponse soit programmée dans les 24 mois qui suivent l'obtention de l'aide ANR. Et l'objectif, c'est de donner les moyens financiers, mais aussi la possibilité de se rapprocher d'autres partenaires au niveau européen ou international pour développer des projets très ambitieux, des projets collaboratifs, ça c'est une obligation, et pour leur donner un peu plus de visibilité et de facilité à l'accès au financement européen. Donc, l'objectif, c'est d'être coordinateur du projet et d'avoir une proposition bien structurée autour d'un appel identifié au moment du dépôt du projet ANR, qui permet d'évaluer les capacités du laboratoire français, du coordinateur, à monter et aussi à fédérer des acteurs autour de sa proposition de projet. Donc, les projets attendus doivent être positionnés sur un appel, comme je disais, soit européen, soit international. Il faut avoir vraiment un calendrier qui est bien défini et qui s'inscrit dans la limite des 24 mois qui suivent l'obtention de l'aide et bien structurer toutes les démarches du montage de projets, de recherche de partenaires et de mise en place du consortium. L'aide, elle est sous forme de subvention à hauteur de 36 000 € maximum.
Cette étape de montage de projet peut s'étaler sur une durée de 2 ans avant le dépôt du projet européen. Donc, s'il y a des consortiums qui sont déjà en train de se mettre en place, ils peuvent tout à fait aussi candidater pour élaborer un peu plus ces tâches autour de la recherche de partenaires. Donc, prochain relève 19 mai. Deuxième appel à projet laboratoire commun. Organisme de recherche publique, c'est un appel à projet c'est un appel à projet spécifique de l'ANR qui a pour objectif de rapprocher la recherche publique de la recherche privée. Donc, c'est pour mettre en place des partenariats entre des entreprises et des laboratoires académiques. Une entreprise, PME ou ETI et un laboratoire d'organisme de recherche publique. L'objectif est de structurer un vrai partenariat, un vrai contrat cadre autour d'une thématique ou plusieurs thématiques de recherche avec une gouvernance du laboratoire commun commune, avec une roadmap qui est partagée entre l'entreprise et le laboratoire et une stratégie claire de comment les résultats émanant du projet laboratoire commun vont être valorisés par l'entreprise et vont être transférés et par la suite transférés vers l'entreprise et valorisés économiquement. Donc, le contrat qui est signé entre les deux parties, PME, ETI et laboratoire académique, permet de définir tous ces aspects-là. Donc, les projets doivent développer des innovations autour de technologies de rupture. Toutes les disciplines de recherche, toutes les thématiques sont éligibles, avec une priorité sur l'intégration de l'IA en industrie, de l'IA pour le domaine de la santé, pour l'énergie, pour l'environnement, et aussi pour toutes les questions autour de la sécurité. Donc, il y a le contrat d'un laboratoire commun va s'articuler autour de 2 phases. La phase de montage qui va permettre la définition du contrat cadre, qui en général dure dans les 6 mois. La deuxième partie qui est dédiée vraiment à la réalisation des lots de travaux et au travail opérationnel de recherche entre les laboratoires et l'entreprise, qui va durer un peu plus longtemps, de 3 à 4 ans. Donc, on est sur un projet on est sur une collaboration qui va s'installer et durer dans le temps. La prochaine relève est prévue pour le 22 septembre. Ce genre de partenariat, ce genre de réponse à appel à projet nécessite un investissement très important en amont du coordinateur au niveau du laboratoire public, mais aussi une implication très forte de la part de l'entreprise. C'est souvent des travaux qui sont accompagnés par la mise en place d'un ou plusieurs contrats de thèse. Donc, c'est important aussi, le label pour ces propositions de projet, c'est explicitement cité dans le texte de l'appel. Le label va venir, dans ce cas-là, appuyer l'intérêt de transférer les résultats vers l'entreprise, sous quelle forme, et aussi la viabilité de ce partenariat-là. Troisième sujet ANR, il s'agit de l'appel Astrid Maturation. Astrid Maturation qui s'inscrit dans la suite de l'appel Astrid, c'est les accompagnements spécifiques des travaux de recherche d'intérêt défense. La différence avec Astrid qui est clôturée en ce moment, la différence entre Astrid et Astrid Maturation, ça va être le niveau de maturité technologique des travaux. Je vais revenir un peu plus en détail sur la prochaine slide sur cet aspect-là. 2 relèves d'Astrid Maturation. La première a eu lieu au mois de février, la deuxième est prévue pour fin mai. Les Astrid Maturation, le calendrier détaillé des Astrid Maturation, on va se concentrer un peu plus sur la deuxième session, celle qui est en cours actuellement, enfin qui va ouvrir sous peu. Les dépôts se clôturent le 25 mai. L'évaluation
lieu dans les 2 mois qui suivent la date de clôture et en général, les résultats vont être publiés d'ici l'été-septembre pour un démarrage qui ne sera effectif qu'au 1er janvier 2027. C'est un appel qui est financé par le MINARM, par le ministère des Armées, qui est opéré par l'ANR. Donc la contractualisation se fait directement avec l'Agence nationale de la recherche qui gère les fonds du MINARM pour l'appel Astrid Maturation. Astrid Maturation, donc c'est un appel à projet qui accompagne la valorisation des travaux de recherche scientifiques qui ont des applications duales pour le domaine de la défense et aussi des applications civiles. Le niveau de TRL au début du projet, il est situé autour de 3-4 avec un TRL à 5 minimum à la fin du projet. Donc on est sur des collaborations qui durent en moyenne 24 mois, peuvent aller exceptionnellement parfois jusqu'à 36 mois. L'objectif est d'accélérer le transfert de ces résultats-là vers les applications défense et aussi vers le monde civil. Donc, il faut au moins une entreprise et au moins un organisme de recherche public, parce que c'est l'organisme de recherche public qui va porter le projet. Et cette aide-là, elle se fait sous forme de subvention et permet à l'entreprise et au laboratoire d'accélérer les travaux de transfert des résultats de recherche. Ça s'inscrit souvent dans la suite d'un projet Astrid classique, mais vous n'êtes pas inéligible si vous n'avez pas fait un projet Astrid par le passé. Le troisième et dernier sujet qui concerne la défense et l'accélérateur défense de la région Île-de-France. Alors, la clôture est prévue pour demain, mais je vous en parle parce que la candidature, elle est très, très simplifiée. Il ne s'agit pas d'un appel à projet, il s'agit d'une inscription pour suivre un programme d'accompagnement piloté par la région Île-de-France sur le sujet de la défense. C'est un programme qui est destiné aux PME et aux startups qui sont basées en région Île-de-France, qui travaillent sur des technologies duales civiles et défense et qui portent une ou plusieurs innovations technologiques de rupture pour le monde de la défense, enfin pour des applications dans les domaines de la défense ou de la sécurité et qui souhaitent se faire accompagner pour accélérer le déploiement de leurs solutions technologiques sur le marché. Donc, les lauréats vont bénéficier d'un accompagnement, aussi l'intégration dans un réseau et un écosystème avec des mises en relation intéressantes avec des acteurs de la défense au niveau régional et bien sûr aussi de la visibilité et d'autres opportunités de financement qui peuvent s'ouvrir pour des appels à projets comme l'Innovoc par exemple, le PME ou d'autres appels à projets régionaux ou nationaux. Voilà pour les sujets ANR et Région Île-de-France. Je vais laisser la main à ma collègue Florence sur la partie BPI. Merci Soumaya, bonjour à tous. Donc Florence Blasi, je m'occupe des écosystèmes open source et infrastructures numériques au sein de Systématique Paris Région. Je vais commencer avec un premier appel à projet espace de données. C'est donc un appel qui s'inscrit dans le France 2030, le grand programme d'investissement dans l'innovation de l'État, dans le cadre duquel ont été définis sur les marchés les plus prometteurs où la France dispose de réelles capacités, des stratégies d'accélération. Alors évidemment, le cloud qui est amené à prendre une place centrale dans de nombreux secteurs industriels et dans le service public, dispose donc de sa propre stratégie nationale d'accélération qui repose sur 3 piliers. Et le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mise en œuvre d'une politique industrielle de développement de l'écosystème français de fournisseurs de services cloud.
et cette mise en œuvre qui passe notamment par le financement de projets et donc l'ouverture d'appels à projets comme celui d'aujourd'hui, Espace de données. Juste un petit chiffre, hein, cette stratégie d'accélération cloud, elle est dotée d'un budget de 1,8 milliard d'euros, dont environ 670 millions de financement public. Alors, cet appel à un projet, il a pour objectif de soutenir la création d'espaces de données qui permettent la circulation de données dans un cadre de confiance entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières. Des espaces de données qui incorporent des outils logiciels dédiés au partage de données et à leur traitement et qui disposent de structures de gouvernance des données, assurent un haut niveau d'accessibilité, d'interopérabilité et de qualité des données. On est sur des projets importants avec des budgets supérieurs à 2 millions d'euros. Les projets attendus, donc ils peuvent prendre la forme de plateformes, d'outils collaboratifs, d'interfaces de programmation applicative, permettant aux entreprises s'inscrivant dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou plusieurs filières, ou pour un ou plusieurs sous-secteurs d'une filière, de partager des outils et des données dans des domaines aussi variés que la logistique, l'intelligence économique, les RH, la démarche commerciale, l'économie circulaire, la mobilité, la sécurité, la défense, l'environnement, avec un plan d'affaires dédié. Ce n'est pas une liste exhaustive, tous les domaines sont concernés. Les projets doivent se doter doivent démontrer un apport concret et déterminant à une ou plusieurs filières industrielles et à leur structuration. Ils doivent contribuer à la compétitivité des acteurs des filières concernées, à la performance de leurs échanges. Les projets doivent se doter d'une gouvernance intégrant des représentants de là ou des filières concernées. Alors, ça peut être une fédération, une association professionnelle ou un ensemble d'entreprises qui devront détenir, le cas échéant, au moins la moitié des droits de vote. Les projets doivent aboutir à une interopérabilité des outils numériques employés par les parties prenantes, au moyen, par exemple, du développement d'API ou bien une interopérabilité sémantique. Et enfin, les projets doivent s'inscrire dans une initiative nationale, européenne ou internationale de création d'espaces de données tels que Gaia X ou Manufacturing X. Et il est donc attendu qu'une société soit identifiée ou créée avant la fin du projet afin d'opérationnaliser l'espace de données à l'issue du projet. Le cahier des charges nous donne quelques exemples de projets éligibles. Alors, développement de technologies ayant recours à des technologies de traitement massif de données, le partage de données pour les systèmes d'IA, qu'on soit en phase d'inférence ou en phase d'entraînement, la gestion des approvisionnements, la co-conception et gestion des opérations afférentes, le déploiement maintenant, c'est le démantèlement des matériels ou installations, la coproduction de nouvelles bases de données et ou leur enrichissement. Mais voilà, c'est des exemples, ce n'est pas une liste exhaustive. En revanche, le cahier des charges précise bien qu'un projet de communication ou de sensibilisation en faveur d'une filière ou d'une thématique portée par une filière n'est pas éligible et il faut que le projet, le bénéfice économique du projet soit vraiment partagé pour un grand nombre d'acteurs au sein d'une filière, de plusieurs filières ou d'un ou plusieurs sous-segments d'une filière. Les porteurs de projets, donc c'est soit une structure représentative de la filière, soit un consortium qui va identifier un chef de file et qui pourra rassembler des partenaires aussi bien industriels qu'académiques. Le consortium devra comporter au maximum 6 partenaires et inclure à minima une PME ou une ETI. Évidemment, le chef de file ne pourra pas être un établissement de recherche et d'autres partenaires, français voire européens, pourront être intégrés au projet, mais ils ne seront pas financés. Au niveau de l'aide financière, ça sera une aide jusqu'à 48% maximum des dépenses éligibles, qui sera sous la forme de subventions à 60% et d'avances remboursables à 40%. Les établissements de recherche, évidemment, seront subventionnés à hauteur de 100%.
Et le taux d'aide dépendra à la fois du type d'entreprise, de la taille de l'organisation et du degré de collaboration entre les partenaires. Donc, pour une petite entreprise, on aura un financement maximum de 60%, pour une ETI de 50%, et les grandes entreprises seront, elles, financées au plus à 40% sur cet appel à projet. La prochaine relève, c'est le 3 juin et la dernière, la clôture de l'appel, ce sera le 2 décembre 2026. Comme souvent pour les dossiers IDEMO, vous déposez un dossier de candidature allégé, une première analyse en termes d'éligibilité et également pour sélectionner les meilleurs projets sera effectuée. Si vous êtes présélectionné, vous êtes convié à une audition et à l'issue de cette audition, si vous êtes sélectionné, vous entrez en instruction approfondie et devrez remettre des compléments de dossier sous 1 à 2 mois. Je vous ai mis les contacts et le cahier des charges pour toute question. On passe maintenant à l'appel à projet IDEMO, la vague numéro 5, un appel à projet de soutien aux projets structurants de recherche, développement et innovation. Alors, c'est aussi évidemment un appel du plan d'investissement France 2030 qui a pour objectif le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et qui contribuent aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Cet appel, il a pour objectif d'accélérer la mise sur le marché de solutions très innovantes et à haute valeur ajoutée, de favoriser le développement de technologies stratégiques en France et de structurer durablement des filières industrielles, de renforcer la collaboration entre PME, ETI, grands groupes et organismes de recherche et leurs partenaires, et de soutenir des projets structurants, des projets d'excellence à forte ambition régionale, nationale ou internationale. Les projets attendus, ils peuvent être soit monopartenaires et obligatoirement portés par une PME. Et dans ce cas, on sera sur des projets à 2 millions d'euros. C'est un retour à la vague numéro 3, je crois, d'IDEMO, puisque sur la précédente vague numéro 4, qu'il s'agissait d'un projet collaboratif ou monopartenaire, tous les projets devaient avoir un budget supérieur à 4 millions d'euros. Donc là, on est revenu au budget à 2 millions d'euros pour les projets monopartenaires. Et ça peut également être des projets évidemment collaboratifs avec un maximum, là encore, de 6 partenaires. Là encore, par rapport, c'est les mêmes critères que le précédent appel dont je vous ai parlé. Il faut au moins une PME ou une ETI. Le chef de file, il sera industriel et le consortium peut associer évidemment des partenaires aussi bien industriels que de recherche. La réalisation du projet peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases de développement expérimental, bien que le taux de financement ne sera pas adapté comme c'était le cas dans les précédentes vagues d'IDEMO en fonction effectivement du degré d'innovation. Et ça peut aussi être des démonstrateurs à l'échelle industrielle ou pré-industrielle d'innovation à un stade de développement avancé, des prototypes en environnement représentatif, des lignes pilotes. Voilà, on est vraiment à la limite du déploiement industriel. Les TRL attendus à l'issue du projet, donc on part sur un TRL en début des travaux basés sur des TRL entre 3 à 6 et à l'issue du projet, on attend un TRL entre 7 et 8, vraiment la pré-industrialisation. L'idée, c'est d'avoir aussi des projets avec une mise sur le marché à moyen terme, des projets entre 3 et 5 ans. Là, je vous ai mis les plus et les éléments voilà, qui, dans le cahier des charges, pour que votre projet maximise ses chances d'obtenir le financement. Le premier critère, c'est que les projets qui présentent une innovation de rupture seront privilégiés par rapport à ceux qui présentent une innovation de type incrémental. Le deuxième point, c'est que l'implication d'un laboratoire de recherche au sein du consortium fera l'objet d'une valorisation dans le cadre de la sélection du projet. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, ça sera valorisé. Le troisième point, c'est la capacité des technologies ou des services qui seront développés dans le cadre du projet à adresser d'autres applications que celles prévues au projet. Mais ça sera aussi considéré comme un atout. On a, comme souvent dans les appels à projets aujourd'hui, on a d'ailleurs fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur ce sujet des critères environnementaux dans les appels à projets. C'est la réelle prise en compte de la transition écologique.
qui servira à la fois à sélectionner les meilleurs projets ou qui pourra être utilisé pour moduler le niveau du taux d'aide accordé au projet. Et enfin, le dernier critère pour maximiser vos chances de financement, c'est évidemment la labellisation par un pôle de compétitivité qui, comme nous l'indique le cahier des charges, sera prise en compte favorablement pour juger de la pertinence des projets et notamment quant à leur caractère innovant, leur solidité technique et au caractère stratégique pour la performance de l'écosystème ou de la filière. On a dit que c'était vraiment des projets structurants pour une filière ou un écosystème qui peut être aussi régional. Mais voilà, pensez à la labellisation pour vos projets. Les critères d'évaluation, alors ils sont assez communs à l'ensemble des appels à projets. Je vous les ai remis là, l'innovation, la capacité technique, économique et financière des porteurs, la composition du consortium, l'adéquation de la performance avec le marché applicatif visé, le programme de maturation, de développement et de qualification avec la description des différentes phases des différents lots, évidemment les impacts sociaux, économiques anticipés, les retombées en termes d'emploi, notamment de chiffre d'affaires, d'investissement. Et je vous ai mis en gras deux éléments qui ressortent dans ce cahier des charges par rapport à la précédente vague du IDEMO national. C'est la prise en compte des enjeux de souveraineté. C'était déjà mentionné dans le précédent cahier des charges, mais pas de manière aussi explicite. Donc, ça passe par la réponse, voilà, en quoi le projet répond à un enjeu critique sur la chaîne de valeur concernée. Et ça peut être aussi la dimension duale de l'innovation qui sera développée. Et enfin, le deuxième point qui là n'existait vraiment pas tel quel dans l'ancien cahier des charges, c'est le caractère stratégique à l'échelle nationale, régionale ou européenne et l'existence d'une collaboration structurée ou d'un effet diffusant au sein d'une filière ou d'un écosystème, en particulier pour les entreprises impliquées. Le but, c'est que les travaux et les résultats des projets et des mots aient un effet diffusant et intégrateur au sein d'une filière. Donc, ça s'exerce au-delà des simples relations qui sont nouées autour d'un projet de R&D limité dans le temps. Les travaux, ils peuvent contribuer à structurer des filières industrielles existantes ou émergentes en relation avec la recherche publique et contribuent à renforcer les positions des entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs. L'objectif, c'est de conforter ou de constituer un réseau, un tissu de relations collaboratives durables et pérennes entre les grandes, moyennes et petites entreprises avec leurs partenaires, et notamment académiques, dans une logique d'écosystème, et y compris à des échelles territoriales pertinentes pour la compétitivité et l'emploi. Au niveau des aides financières, on est cette fois, on est toujours sur une répartition entre subventions, mais cette fois à hauteur de 50%. On était sur 60% dans le précédent, et donc 50% aussi d'avance remboursable. Le taux d'aide, il sera les mêmes que ceux que je vous ai présentés pour espace de données. Il varie effectivement en fonction du type et de la taille d'organisation et du degré de collaboration entre les partenaires. Et donc, on est toujours à 40% de financement maximum pour les grandes entreprises, 50% pour les ETI et 60% pour les petites entreprises. C'est bien moins que dans les précédentes vagues, mais là, je crois qu'on était encore sur les vagues 2 ou 3 d'IDEMO pour ceux qui ont connu la grande époque du IDEMO où on avait effectivement des taux pouvant aller jusqu'à 80% de financement. Mais voilà, ça reste un dispositif générique de soutien au projet d'innovation structurant et qui n'est pas thématisé. Donc, tous les domaines sont effectivement concernés. Au niveau des relèves, on a donc la prochaine relève qui est au 19 mai et la clôture de l'IDEMO se fera le 9 septembre. Il y aura également pour les projets européens dont la partie française sera financée via l'IDEMO national, ils auront jusqu'à a priori fin septembre pour le dépôt des projets. Et les modalités de candidature, c'est exactement les mêmes que pour l'appel à projet espace de données. Voilà, je laisse la parole maintenant à mon collègue Kamel. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation détaillée de ces appels à projets. Je prends la suite toujours sur du BPI de mon côté et l'appel à projet pionnier de l'IA.
qui est ouvert depuis septembre 2025 et qui fermera dans 2 mois, tout pile le 9 juin. Donc cet appel à projet est dédié aux technologies à fort potentiel et de rupture sur des sujets d'intelligence artificielle qui sont en capacité de générer un impact durable sur l'économie et de contribuer à la souveraineté nationale grâce aux innovations d'IA. Juste le micro, Fuso, si tu peux le couper, excuse-moi. Tu as encore ton micro. La nature des projets attendus sont des innovations technologiques qui ont un impact transformateur sur un domaine d'application démontré par le traitement d'un cas d'usage identifié. Donc effectivement, il y a des usages qui sont adaptés et les projets tireront profit de nouveaux développements technologiques d'IA en IA, par exemple, sur les interactions des modèles avec des environnements complexes, notamment appliqués à la robotique et les IA agentiques notamment. L'architecture des modèles pour améliorer la compréhension du monde physique, le sens commun, la mémoire persistante, les méthodes d'entraînement. Enfin, l'écran qui a freeze, pardon. Ces projets porteront sur des secteurs stratégiques de la conception, de la production industrielle, la santé, la transition écologique, la sécurité. Bien entendu, il y a d'autres thématiques qui peuvent être adressées, mais c'est bien des thématiques prioritaires et les moins prioritaires peuvent être tout de même prises en considération du fait que l'impact économique peut être réel sur d'autres secteurs d'activité. Donc les acteurs visés, alors ce qui est intéressant dans Pionnier de l'IA, c'est la flexibilité des phases et des acteurs. Vous pouvez avoir des projets qui sont monopartenaires, que ce soit les PME, ETI à fort potentiel, positionnés sur un segment technologique et disposant d'une capacité de monter en échelle rapide, parce que le but de Pionnier de l'IA est bien entendu une montée en puissance très rapide. Les organismes publics de recherche, universités, écoles d'ingénieurs, qui portent un projet entrepreneurial qui s'inscrit dans les objectifs de Pionnier de l'IA. En fait, il y a même un guichet dédié au parcours création d'entreprise qui est inséré dans Pionnier de l'IA. Donc, tous les porteurs de projets, typiquement qui sortent de IPLG ou iLab, peuvent effectivement commencer à développer leur technologie par Pionnier de l'IA en phase 1. Et sur les projets collaboratifs, le chef de file doit être une PME ou une ETI à fort potentiel et positionné sur un segment technologique clé et disposant d'une capacité de monter en échelle rapide, ainsi que son consortium qui peut être composé d'entreprises de toute taille. Donc là, on peut avoir effectivement notamment des grands groupes en partenaire, de toute forme juridique, d'organismes de recherche publics et ou privés. Donc sur les phases, je vais prendre la partie droite. Donc on a vraiment cette montée en puissance dans l'appel à projet Pionnier de l'IA, dont la première phase est la démonstration de la faisabilité technique de la solution envisagée. Donc on est sur des TRL plutôt bas, avec 100 à 200 cas de budget pour des projets de 6 à 12 mois. Donc sur les taux de subvention, on est exactement, j'étais en train de vérifier sur le cahier des charges que je vous invite à aller voir sur le site de BPI, sur les mêmes taux que les IDEMO, c'est exactement de la même manière. Donc on est sur effectivement des taux de charge différents en fonction du monopartenaire collaboratif qui peut monter jusqu'à 60% pour les PME notamment. En phase 2, alors à savoir que la phase 1 est très spécifique parce que vous avez des guichets précis pour la phase 1 dont le dernier aura lieu le 9 juin. Donc, la dernière vague de la phase 1 sera le 9 juin et il y a vraiment des guichets dédiés sur cette phase 1. Donc, ensuite, sur la phase 2 et 3, c'est au fil de l'eau auquel vous pouvez répondre. Il n'y a pas de temporalité et de relève précis sur la phase 2 et 3. Et donc, sur la phase 2, vous êtes sur la réalisation d'un démonstrateur avec un budget de 400 à 800 K et une durée de projet de 6 à 18 mois. Et la phase 3, qui est plus sur des produits ATRL 7-8, donc produits minimum viables et concrétisation d'un prospect pour l'industrialisation de la solution développée. Et là, on est sur des budgets de 3 à 8 millions d'euros avec une durée de projet de 1 à 3 ans. Modalité de soutien, j'avais dit effectivement qu'il y a différentes composantes, mais sur la phase 1, c'est une part de 100% subvention, c'est ça qui est intéressant pour justement la partie, on va dire, développement du produit en première phase. Et ensuite, effectivement, pour les entreprises, c'est maximum 50%. D'ailleurs, je me suis même
peut-être un peu trompé, 60% maximum pour une PME en collaboratif et 100% pour les établissements de recherche. Donc, ce qui est important à retenir sur cet appel à projet, c'est vraiment si vous vous focussez sur la phase 1 du développement d'une technologie de rupture en IA, il y a un guichet, enfin, il y a une relève dédiée et la dernière aura lieu le 9 juin, donc à la fermeture de l'appel à projet. Par contre, si vous montez effectivement sur des TRL un peu plus haut, en phase 2 et 3, là, c'est plus intéressant parce que vous pouvez déposer le mois prochain si vous avez envie. C'est traité au fil de l'eau. Voilà. Deuxième appel à projet, celui du concours d'innovation iPhD qui s'adresse aux jeunes chercheurs ayant un projet de création de start-up deep tech à partir de leurs travaux de recherche et qui permettent aux lauréats de bénéficier d'un programme d'accompagnement dédié pour mûrir le projet entrepreneurial dans les meilleures conditions. Donc, à PhD, ça a lieu tous les ans. Donc là, on est vraiment sur un plus l'accompagnement, un parcours de création effectivement d'entreprise. Et donc, le programme comprend des sessions de coaching mensuelles en format individuel ou collectif pour suivre étape par étape le développement d'un projet de start-up et répondre aux questions que peuvent se poser les lauréats. Donc, c'est vraiment un accompagnement dédié à l'entrepreneuriat. Des Learning Expedition pour rencontrer les autres lauréats, pardon, waouh, et écosystème de la deep tech en France, donc notamment des entreprises, et un programme de formation sur les bases de l'entrepreneuriat dans la deep tech. Les lauréats bénéficient également d'une mise en visibilité de leur projet. Tous les ans, il y a un gros événement sur ce concours d'innovation iPhD qui est très intéressant en l'occurrence. Le concours s'inscrit en amont du concours d'innovation iLab. La suite naturelle serait d'aller sur un iLab en 2027 pour justement intégrer un développement d'innovation ou un pionnier de l'IA, en l'occurrence, qui tombe plutôt bien si vous avez une startup deep tech en IA à développer. Donc, c'est vraiment ouvert aux jeunes chercheurs, tous les doctorants dès la deuxième année de leur thèse ou les docteurs ayant soutenu depuis moins de 5 ans, ayant un projet de création d'entreprise, par logique, et accompagné par un organisme de transfert technologique type SAT ou incubateur de la recherche publique. Et donc, vous avez la liste sur le site, si vous allez voir sur le site BPI, des acteurs éligibles, en tout cas concernés par cette partie. Et donc, les candidatures à ce guichet de concours iPhD est ouvert jusqu'au 30 avril 2026, donc à la fin du mois, c'est rapide. Et donc, je vous laisse aller voir sur BPI cet appel à projet pour iPhD. Je laisse la main à Reda, PTCA. Oui. Bonjour. Kamel, c'est toi qui affiche les slides ou Non, moi? Normalement, si tu vas sur l'écran, tu as une flèche sur le côté où tu peux tourner les slides. Voilà. Voilà. Non, ça, c'est pas cela. Dans l'autre sens. C'est ça. C'est ce côté-là. Donc, bonjour à tous. Donc, Reda Nouasseb du CEA. Et donc, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler du CEA, vous connaissez. Je vais plutôt vous parler du projet EuroCDP. Pour ceux qui voient la télé un petit peu, on parle ces temps-ci du CHIP Act, l'initiative européenne de réindustrialisation dans le domaine du semi-conducteur. Donc là, on est le programme de coordination du pilier 1 qui consiste à fournir des moyens de conception, de l'accompagnement aux sociétés européennes dans le domaine de la conception des circuits intégrés. Donc, notre cible privilégiée, c'est bien sûr notre objectif ultime, c'est d'augmenter le nombre et la qualité et les compétences des fabless en Europe. Fabless au sens qu'on cherche à des sociétés capables de faire des circuits intégrés. On ne parle pas de cartes de board, on parle vraiment de petits circuits noirs avec des petites pattes. Donc, c'est ça l'objectif. Fabless au sens qu'on souhaite que ces sociétés puissent être capables demain d'offrir des services de conception de circuits intégrés. Bien sûr, la chaîne de valeur va aller jusqu'à la fabrication, mais ça, c'est un autre sujet qui est en cours de négociation pour avoir de la fabrication, des volumes. Mais néanmoins, dans le projet, on vous accompagne jusqu'au prototype fabrication à travers les accords qui sont mis en place que je vous explique. Donc, la cible, c'est les fabless. Donc, il y a tout un package de choses qui sont proposées dans le cadre de ce qu'on appelle la design platform. Design platform, ce n'est pas juste un serveur, c'est tout un écosystème de centres de conception, d'outils, de licences, de soutien financier. Donc, disons les licences propriétaires des vendeurs que vous connaissez, Cadence, Synopsys, Siemens et tout autre opérateur connu vendant des outils ODA ou des IP. Donc, des accords ont été négociés
Pas mal ont été déjà signés et les derniers devraient être signés d'ici juin au plus tard. Et donc, on publiera les tarifs préférentiels et les conditions d'accès. Mais vous pouvez nous approcher déjà pour vous expliquer cela. En parallèle, en Europe, on ne veut plus rester aussi dépendant que ça des outils EDA qui sont majoritairement américains, ça vous l'aurez compris. Mais on constate qu'on a une large offre open source venant des académiques ou certaines sociétés. Celle-ci, elle est en maturation aussi à travers 3 projets financés par la Commission qui se disent Open Source EDA Tools et qui seront hébergés sur le Central Cloud de la Design Platform. Pour accéder à ces licences, aux capacités de conception, j'ai oublié les capacités de conception, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des centres de conception électronique, dites DET, Design Enablement Team, ça veut dire c'est des centres, pas de sous-traitance, mais des centres d'habilitation. Ça veut dire, en plus d'accompagner les startups dans la conception de leur circuit intégré, leur mission principale, c'est de les former et de les aider à monter en compétences et de leur passer les bonnes pratiques et de les aider à identifier de futurs workers, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout. Aujourd'hui, il y en a 9 déjà initiés, dont une en France. Et demain, il y en aura potentiellement d'autres, avec un objectif peut-être d'atteindre 12 ou 13 à travers l'Europe. Mais en France, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a la nôtre. Donc, l'idée générale, c'est vraiment tout le cycle de vie, habituellement on dit de lab to fab, c'est-à-dire c'est vraiment de l'idée d'avoir un circuit intégré à faire avec bien sûr une connaissance propriété européenne. Ça veut dire que la connaissance qui va être accompagnée ne doit pas être un brevet américain, un brevet chinois ou je ne sais pas d'où. L'idée, c'est que vraiment, on est sur une augmentation des capacités européennes. Donc, vous avez une excellente idée en thèse. Je fais le pont avec Kamel, avec l'idée des doctorants. Vous avez une excellente idée d'un circuit intégré. Donc, venez nous voir et on va essayer de l'accompagner de l'idée jusqu'à en sortie du premier prototype sorti de fabrication. C'est-à-dire l'accompagnement de bout en bout, de l'analyse de faisabilité, affiner la conception, identifier les technologies nécessaires, les IP, etc. Et identifier le DET qui va vous accompagner en main-d'œuvre pour compenser la main-d'œuvre manquante. Souvent, les startups ont le dixième de la connaissance nécessaire pour arriver au bout du circuit intégré. Donc, nous, on est là pour compenser. Et compenser, ça veut dire qu'il y a de la main-d'œuvre qui va travailler tout au long. Donc, il y a des phases d'incubation pour maturer le projet, une phase d'accélération où le circuit est réalisé effectivement. Donc, un des DET, j'ai parlé des centres d'habilitation à la conception. Donc, le DET français s'appelle ICDASH et il est piloté par le CEA coordonné. Ce n'est pas nous les chefs, on coordonne. Mais avec un écosystème conséquent, donc déjà impliqué, ceux-là, c'est les signataires de la DET directement impliqués. Mais il y a tout un écosystème, dit le Grenoblois ou en région parisienne, qui sont fédérés autour du centre de conception ICDASH. À ne pas confondre avec un autre concept que vous entendez, qui s'appelle le centre de compétences. Donc, il y a les DET et les centres de compétences. Les centres de compétences, il y en a 30 en Europe, dont Astérix, le centre de compétences français s'appelle Astérix, dont Systématique fait partie. Les centres de compétences, leur mission principale, c'est d'identifier, acculturer, fédérer et identifier les projets, les fameux projets qui doivent être amenés au DET pour les concevoir. Donc, il y a les centres de conception de compétences à la base, Astérix, vous pouvez contacter Systématique ou nous-mêmes. Et puis, une fois que l'idée, elle est là, ou venant, pas forcément des centres de conception, elle peut venir d'elle-même. Donc, elle arrive, on l'accompagne jusqu'à avoir le prototype sorti d'usine à travers la différente DET. Pas forcément ICDASH, ça peut être une des autres DET européennes. C'est pour ça qu'il y a une phase d'analyse du besoin pour le caler sur la bonne compétence. Donc, on essaye chaque DET de couvrir vraiment l'ensemble du cycle, de l'idée jusqu'à la fabrication, y compris les moyens d'émulation, de synthèse, de prototypage et tout ce que vous connaissez. Donc, en fonction du projet, on mettra les compétences qui vont bien. Mais ces compétences, il faudra les payer. Donc, effectivement, c'est-à-dire la startup n'a pas les moyens de tout payer et elle n'a pas les moyens de recruter. Donc, l'idée du projet, c'est de donner des moyens financiers conséquents à la startup pour acheter les différents services dont elle a besoin. Donc, elle a besoin de 2 choses, la startup. Cet argent ne paye pas les salaires. Un, c'est cash. Cet argent n'est pas destiné à payer les salariés de la startup. Il sert à acheter 2 choses. Il sert à acheter les licences
d'outils et IP à un tarif préférentiel et il sert à payer les centres habilitation à la conception sous forme d'un service d'accompagnement à la conception. Aussi, les tarifs sont étudiés, réglementés et monitorés. Ce n'est pas open bar, ce n'est pas parce que quelque chose, ce n'est pas le plombier du coin, ce n'est pas parce que ça coûte habituellement 100 € que l'État a aidé d'aider, ça va coûter 150 €. Si ça coûtait habituellement 100 €, dans ce cadre-là, ça va plutôt coûter 80 €. Et donc, c'est cet argent qu'on vous donne qui sert à financer cela. Bien sûr, il y aura des jalons, des monitorings de suivi. Et donc, il y a un financement forfaitaire sur la phase incubation. Il y a à hauteur de 100 000 € payés directement par les fonds européens pour la phase incubation. Une fois que le projet est mature et il passe à la phase accélération, là, il bénéficie d'un financement un peu plus compliqué, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers européen, un tiers du pays membre à laquelle appartient la start-up ou le consortium, et un tiers, c'est du fonds propre sous forme d'investissement ou quelque chose de la start-up qu'elle doit justifier. Donc, le 1 tiers européen, on sait qu'il est capé à 8 millions d'euros, je dis bien 8 millions d'euros capés sur la part européenne. Comme vous êtes d'excellents mathématiciens, vous faites 8 millions multipliés par 3, ça fait 24 millions. Ça ne veut pas dire qu'un projet, c'est 24, mais un projet, il est capé autour de financement public, 8 millions Europe, 8 millions national maximum. Mais vous pouvez avoir des projets à 100 millions d'euros. Donc, nous, on participera malheureusement qu'à hauteur de 8, et le reste, ce sera à votre charge. Donc, le cycle de vie est compliqué à expliquer ici, mais vous êtes invités à venir nous voir pour vous l'expliquer. Donc, mais ça couvre déjà l'analyse du concept, l'idée de la faire maturer, l'élaborer, la spécifier, identifier qui peut la faire. Et puis, on vous accompagne à travers des formations, des prises en main, des ateliers et des experts métiers qui vous aident à faire. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre en 5 minutes ou en 10 minutes. N'hésitez, ne scannez pas le QR code, il ne marche pas. J'ai oublié de le mettre à jour, apparemment il est cassé. Mais vous pouvez aller sur le site web du projet eurocdp.eu, ou nous contacter donc, au CEA, ou contacter nos collègues à Systématique qui savent où nous trouver. Et comme je vous ai dit, vous avez deux points d'entrée à travers le CEA ou Astérix, CEA ou Systématique, et on fera un plaisir de vous accompagner. Gardez en tête qu'on est là pour vous accompagner pour des circuits intégrés en mode faiblesse, de dérisquer et de vous permettre d'arriver au prototype sorti d'usine. Et voilà, merci. J'espère que je vous ai laissé quelques minutes pour quelques questions. Merci beaucoup, Reda, pour cette intervention. Et on va poursuivre avec les appels européens et je laisse la main à Léo pour les appels de Cascade Fonds. Oui, merci Soumaya, merci Reda. Bonjour à tous, donc Léo Benedetti, chef de projet Europe Systématique. Comme d'habitude, on va passer en revue en une petite quinzaine de minutes, je vais essayer de rentrer dans les temps, une sélection d'open call européens avec des deadlines qui approchent. Donc open call, en fait, c'est une manière de redistribuer de l'argent européen, donc on appelle ça cascade funding ou FSTP, donc Financial Support to Third Parties. Donc, comme j'ai dit, on redistribue en fait de l'argent européen via des mini appels à projets compétitifs. La plupart du temps, on va cibler des startups ou des PME qui n'ont pas les moyens d'intégrer des grands consortia qui vont piloter des projets européens, donc via ces open calls et des process de candidature allégés. À la clé de ces open calls, on a souvent des mini-subventions qui vont en général de 60 000 à 200 000 euros. On peut aussi avoir la possibilité d'intégrer des programmes d'accompagnement ou d'accélération, plutôt orientés développement international de ce côté, ou encore des programmes de transfert de connaissances. Et là, très souvent, on cible aussi des organisations de recherche et universités à travers ces mécanismes-là. Systématique est partenaire de certains projets en cascade funding, dont les projets Citadel et le projet NCCFR. Donc, on fait partie aussi de ces initiatives-là et on est aussi à l'origine du reversement de certaines subventions et à l'écriture de ces appels à projets. Donc, on a 6 open calls à analyser aujourd'hui et on commence avec KISD. Donc, KISD, c'est un projet financé sous le programme Digital Europe volet cybersécurité. Et ils ont lancé leur 3e appel
pour venir financer des opérations de tests de pénétration, donc pen test, et des évaluations de vulnérabilité dans différents secteurs qui sont concernés par la directive NIS 2. Donc, si vous êtes une entité concernée par NIS 2 et que vous souhaitez venir tester votre résilience cyber avec des prestataires externes, sachez que KISD peut financer jusqu'à 50% de ces opérations à hauteur de 200 000 euros. Donc, pour pouvoir candidater à KISD, vous devez être soit seul, soit en consortium de 2 partenaires de type PME, ETI, grand groupe, organisation de recherche technologique, académique ou étatique. Et le plus important, c'est que vous devez être éligible à Digital Europe, une petite coquille ici. Deadline pour candidater et venir faire financer vos opérations de pentest, fixé au 28 avril prochain. Voilà pour KISD. J'enchaîne avec un deuxième open call qui s'appelle Renew Booster. Donc ici, on va cibler en fait des projets qui vont déboucher sur des résultats concrets dans un délai de mise en œuvre assez court et qui contribueront au domaine du photovoltaïque, de l'éolien offshore et des réseaux énergétiques. Donc Renew Booster, c'est un projet Eurocluster qui a lancé son premier open call pour ce type de projet, plutôt de démonstration à un niveau de TRL assez élevé. Les PME peuvent candidater seuls ou en consortium et doivent être établis dans l'Union européenne ou un pays associé au programme pour le marché unique, Single Market Programme. Chaque PME pourra toucher jusqu'à 60 000 euros avec un cofinancement de 20 à 40%. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 volets différents. Il y a un volet où des challenges ont été préidentifiés, donc vous devrez venir vous aligner vos projets à ces challenges spécifiques. Et puis, ça se fera ensuite en différentes étapes, avec une étape de faisabilité, où on aura 80 PME, donc 40 projets, une étape de validation du concept et démonstration, et une étape de mise à l'échelle. À chaque fois, vous pourrez toucher une part de votre financement qui pourra aller jusqu'à 60 000 euros. Et puis, on a un autre volet qui est, lui, ouvert. Donc, on accueille en fait tout type de projet, toujours dans ces domaines d'efficience énergétique. Voilà pour Renew Booster, deadline le 28 avril. Le troisième open call, il s'agit de Gate 5.0. Donc ici, c'est aussi un projet de type Eurocluster qui va viser les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire et avec pour objectif d'intégrer de nouvelles solutions numériques dans ces secteurs-là. Dans la transition numérique de l'agri-agro, deadline le 30 avril, on cible des consortia de 2 PME européennes, donc une du secteur agri-agro qui va venir proposer un cas d'usage en général, et puis une autre PME fournisseur de technologies numériques ou deep tech. Chaque PME pourra toucher jusqu'à 59 000 euros et quelques, et donc ça fait environ 120 000 euros par projet. Et on compte dans les 120 000 euros une partie de subvention et une partie en coupons qui vous permettront d'accéder à différents services d'accélération également. Au niveau des défis prioritaires agri-agro, on identifie la gestion de l'eau, la main-d'œuvre et la productivité intelligente, la réduction des intrants phytosanitaires, la santé des sols et l'optimisation des cultures, ainsi que l'interopérabilité et la gouvernance des données, entre autres. Donc, ça peut concerner beaucoup de technologies dont les membres systématiques sont spécialistes. Programme en 3 phases. Une phase seed, un peu similaire au projet précédent, avec 40 projets. Ensuite, vous intégrerez, si vous êtes sélectionné, la phase sprout pour 20 projets. Et enfin, la phase harvest avec 10 projets sélectionnés au final. Voilà pour Gate 5.0. J'enchaîne avec un autre projet qui a lancé son premier open call, s'appelle COP Pilot. Ici, en fait, on vise des projets de 8 mois qui viendront élargir les capacités de la plateforme collaborative COP, qui a été développée en fait par un consortium de partenaires européens
et qui vient demander à des tiers de venir tester, intégrer de nouvelles fonctionnalités à cette plateforme, à savoir que cette plateforme est développée via différents cas d'usage. Donc, on a le secteur minier, on a des solutions IoT intelligentes et durables pour les villes intelligentes. On a aussi l'agritech qui est ciblée. On a l'intelligence en périphérie pour la fiabilité du réseau. Et enfin, une partie cas d'usage vignoble intelligent. Si vous êtes intéressé, sachez que donc, vous devez vous présenter en tant que PME européenne seule ou en consortium de 2 partenaires. Si vous optez pour l'option consortium, une PME doit être pilote, donc en lead du consortium, et l'autre partenaire peut être PME ou non PME. Voilà, vous pourrez toucher jusqu'à 200 000 € par projet, et la deadline pour candidater à COP-Pilot est fixée au 4 mai. Ouais, alors je ne sais pas qui bouge les slides, je vais essayer de reprendre. Le prochain Open Call, donc c'est Citadel. Petite mention pour Citadel parce que Systématique coordonne ce projet. Si vous avez l'intention de candidater à Citadel, n'hésitez pas à nous contacter. Citadel a lancé son premier Open Call le 28 février dernier et la date de clôture, c'est le 5 mai. C'est un projet aussi de type Eurocluster qui rassemble des clusters européens dans le numérique et spécialisés dans le secteur de la sécurité. Et ici, on vise des projets de 9 mois qui auront pour but de démontrer et de déployer de nouvelles solutions innovantes qui viendront renforcer la sécurité des territoires et des infrastructures, avec 3 domaines d'application qui sont ciblés: la protection des infrastructures critiques, la résilience face aux catastrophes naturelles ou technologiques, et la protection des environnements urbains, avec un focus aussi sur les événements de grande ampleur. Vos projets devront s'inscrire dans la chaîne de valeur de la sécurité, qui a été divisée en 5 étapes: l'évaluation des risques, la prévention, la détection et la surveillance, la réponse et la récupération et la continuité des activités. Au niveau de l'éligibilité, les projets doivent être déposés par des consortia de 2 entités éligibles au Single Market Programme, donc États membres de l'Union européenne et pays associés au Single Market Programme, avec une PME fournisseur de solutions numériques qui sera en lead du consortium, et un autre partenaire, PME ou non PME, qui représente le secteur de la demande en solutions de sécurité. Chaque projet pourra toucher jusqu'à 60 000 €, sachant que 20% devront être cofinancés. Donc, vous présenterez un projet de 75 000 € et vous toucherez 60 000 € de subvention. 5 mai, deadline pour l'Open Call 1 de Citadel. Et puis, je crois que c'est mon dernier. Je termine avec AutoAssess, qui est aussi un Open Call, mais cette fois-ci ouvert par un consortium qui a gagné un projet Horizon Europe. Et c'est le 2e Open Call AutoAssess. Donc, le projet, en fait, en gros, il vise à garantir la sécurité des inspecteurs d'infrastructures maritimes via l'intégration de nouvelles technologies, et va venir demander à des tiers de proposer de nouvelles solutions auxquelles ils n'auraient pas pensé au niveau du développement d'AutoAssess. Donc les tiers devront se présenter en tant que PME ou start-up seuls ou en consortium de 2 entreprises, donc éligibles à Horizon Europe, et pourront toucher jusqu'à 150 000 € par projet, sachant que les startups sont financées à 100% et les PME à 70%. Au niveau des technologies, on va cibler les drones résilients aux collisions, la localisation et la cartographie simultanée, la planification de trajectoire, les courses de drones autonomes, la manipulation aérienne, les capteurs miniaturisés pour les essais non destructifs et l'identification de défauts basés sur l'apprentissage automatique. Donc, ça peut concerner aussi pas mal de hubs et enjeux systématiques. Deadline le 5 mai pour AutoAssess. Et j'en termine avec ma présentation. Merci beaucoup.
je donne la parole à Sonia. Merci Léo pour cette intervention. Avant de se quitter, deux événements qui vont avoir lieu sous peu. Un webinaire organisé dans le cadre du programme Green Industry qui aura lieu le 14 avril prochain pour présenter le programme et aussi présenter l'offre de l'entreprise Cyber Solutions qui est sélectionnée pour accompagner dans le cadre des programmes de transition numérique de Green Industry les lauréats et aussi un retour d'expérience qui sera porté par l'entreprise iCall. Et un autre événement, session pitch organisée le 17 avril. Venez découvrir les entreprises qui sont des offreurs de solutions technologiques membres de Systématique et aussi l'offre d'accompagnement du pôle pour les membres adhérents. Donc, ça aura lieu le 17 avril. C'est animé par mon collègue Kamel Marzouk que vous avez écouté tout à l'heure. Merci pour votre participation. Si vous avez des demandes de suivi et d'accompagnement pour les projets, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse dépôt projet et on vous donne rendez-vous d'ici le mois de mai. À bientôt. Au revoir.